Ah, ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet immense plagiat de script. Je suis Samoth et je prends le contrôle de l'émission. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que je fais ici? C'est vrai que t'es un peu en avance sur ta blague. Bien, le jeu dont nous allons parler aujourd'hui est Doki Doki Literature Club. On va appeler DLC, ça ira plus vite. Le jeu a été créé par Dan... Pourquoi le jeu il tourne déjà? Hein? Bah écoute, je te propose qu'on commence le jeu et on tournera l'intro plus tard. Ok, mais je sais toujours pas pourquoi je suis là. Le jeu commence par nous présenter l'amie d'enfance de notre personnage, nommée Théorie. Elle est présentée comme étant amicale et joyeuse. Cependant, notre personnage précise que c'est plus une amie par défaut, le genre de personne avec qui tu crées un lien avec le temps plutôt que par des intérêts communs, et dans leur cas, les deux personnages se connaissent depuis l'enfance. Apparemment, notre personnage avait l'habitude de marcher ensemble pour aller à l'école, mais depuis le lycée, c'est de plus en plus de mal à se lever à l'heure. Résistant à l'envie de s'enfuir, notre personnage décide de l'attendre devant un passage piéton et on découvre l'apparence de... Notre personnage se dirige vers son école, et plus il se rapproche de l'école, plus il est entouré de groupes d'amis, et plus il se rend compte qu'il est seul. Et le mot pour définir cet adolescent est le mot lose. 5 points. Oh mais non, j'avais introverti. La journée passe, notre personnage cherche une motivation pour rejoindre un club. Celui d'animer l'attire plus que les autres pour des raisons comme... La flemme. Soudainement, une fille accroche son notre perso. Il s'agit de Monica, la fille la plus populaire de l'école. Il la connaît car ils étaient dans la même classe l'année dernière. Celle-ci cherche du matériel pour son club et en profite pour lui demander s'il en a rejoint un. Il lui répond que non et Monica propose de visiter le sien. Elle a en effet créé son propre club, un club de littérature. De littérature. Littérature. Il y a plus de batterie ou quoi? Notre perso finit par accepter, cédant devant son statut social et son plus gros argument, son sourire. Après l'avoir suivi aux étages supérieurs de l'université, ils entrent dans la salle du club et ont fait la connaissance de filles stéréotypées 1 et de filles stéréotypées 2. Pollux. Bah quoi, c'est vrai? Leur nom. Bon. On rencontre Natsuki et Yori, qui sont littéralement des clichés de manga. La première étant littéralement une tsundere, et la deuxième étant une fille très timide, tout le temps en train de lire des livres. Un classique de la romance au Japon. Monica présente notre personnage en disant qu'elle a décidé de venir voir le club après l'avoir croisé dans une salle de classe. Natsuki réagit en disant qu'elle a spécifiquement demandé à Monica de la prévenir si elle compte amener de nouveaux membres pour qu'elle puisse faire... tu sais quoi. J'ai comme l'impression que cette information explique un événement dans un autre monde. Tes blagues sur le quatrième mur ne sont pas drôles. Après ces présentations, les filles arrangent les bureaux pour faire une grande table, et Yori apporte du thé. Monica promet à notre personnage de faire en sorte que le club soit amusant pour tout le monde. Celui-ci fait remarquer qu'il n'y a pas grand monde et que ça doit être compliqué de créer un nouveau club. Monica répond simplement que la littérature n'est pas vraiment quelque chose que les gens trouvent intéressant. C'est vrai. Et c'est pour cela que le festival est très important. C'est la meilleure chance qu'elles ont pour obtenir de nouveaux membres. Au bout d'un petit moment, Yuri demande quel genre de livre notre perso aime lire. Il répond à moitié des mangas, ce qui fait réagir Natsuki. Il demande en retour ce que Yuri aime lire. Elle répond avec des livres de science-fiction, de fantasy et surtout dernièrement de l'horreur. Ah ouais, j'ai vu un livre d'horreur une fois. C'était quoi? Les trois petits cochons. Le loup, il fait vachement peur. Il peut détruire une maison de paille ou de bois rien qu'en soufflant. Natsuki... Tu sais le point que ça fait une maison de paille? Natsuki réagit en disant qu'elle n'aime pas l'horreur. Monica confirme en disant qu'elle aime écrire des trucs mignons. Elle a même comme preuve un poème que Natsuki a oublié lors de la dernière séance. Natsuki reprend le poème pour empêcher Monica de le lire. Et après un compliment de notre perso, Monica a une idée. Elle propose que tous les membres du club écrivent un poème le soir qu'ils partageront le lendemain. Comme ça, pas de jaloux. Tu n'aimes pas partager tes poèmes? Eh bien maintenant tu veux le faire tous les jours avec tout le club. C'est pas génial ça. Natsuki Yuri ne s'est pas vraiment tentée par l'idée, mais Yuri prend sur elle-même et dit que ce serait bien de trouver de nouvelles activités communes pour le groupe. De plus, maintenant que le club a un nouveau membre, ce serait plutôt une bonne idée. Sauf que notre perso rappelle l'éléphant dans la pièce. Il ne fait pas partie du club. Il n'a jamais dit qu'il allait le rejoindre, et le club d'animé au bout du couloir a l'air beaucoup plus intéressant. Vite, cours, sauve-toi! Les filles sont très déçues, et Monica nous révèle la vérité. Elles ont absolument besoin d'un quatrième membre pour être officiellement un club et avoir le droit de participer au festival. Oh là là, ce chantage! Devant ce triste spectacle, notre perso finit par accepter de rejoindre le club. À la grande joie des trois filles, sur cette bonne note, Monica finit la réunion et tout le monde rentre chez soi. Notre perso se fait un récapitulatif de sa journée. J'ai vendu mon âme avant ou après le cupcake? Et nous pouvons enfin écrire le premier poème. Les poèmes déterminent avec quelle fille vous allez passer du temps et quel scénario vous allez avoir. Avant de continuer, le jeu nous propose de lire un poème secret. Oui, il est très profond. Ouais, très engagé. Après tout, est-ce qu'on peut vraiment entendre ce que l'autre dit? Ne serait-ce pas là la représentation de nos plus profonds désirs représentés dans la volonté de l'autre? Ouais. La deuxième journée commence par un accueil de Monica et un glitch de Yuri.
Pardon? Ouais, notre parcours doit être un peu chaotique, le jeu bug régulièrement. Yuri le remercie d'avoir tenu sa promesse avant de se faire arrêter par Natsuki, trop émotavu, qui dépeint notre perso comme quelqu'un de fainéant, en plus du fait qu'il était traîné dans le club par Monika. Elle ajoute qu'il a intérêt à être sérieux s'il veut s'en sortir. Monika, change d'interface, et dit que Natsuki est un peu mal placé pour dire ça, et qu'elle garde une collection complète de mangas dans le placard du club. Natsuki, gêné, dit que les mangas sont de la littérature avant de partir vers le placard. Vous êtes les seuls à me comprendre. Yuri dit que, maintenant que notre perso rejoint le club, il serait peut-être intéressant de commencer un livre. Il répond que, de toute façon, il n'a pas vraiment le choix du nom du club, et Yuri s'excuse d'avoir posé son offre de cette façon. Son offre? Notre perso la rassure et elle dit que ce n'est que son devoir en tant que vice-présidente de l'aider à se familiariser avec le monde de la littérature, avec quelque chose de simple. Yuri donne alors timidement un livre à notre personnage et propose d'en parler une fois qu'il aura fini et Tu peux arrêter de zoomer. Oh, pardon. À partir de là, le jeu se sépare en deux scénarios. Le premier est un pour Natsuki et l'autre pour Yuri. Nous allons commencer par cette dernière. Notre perso est tenté de discuter un peu plus avec elle, mais il a peur de la déranger. Il se rend compte d'ailleurs que le livre qu'elle lit est le même que celui qu'elle lui a donné. Bon, il est pas super discret et Yuri le repère. Les deux s'excusent et Yuri explique pourquoi elle a deux fois le même livre. Après une magnifique imitation de Picasso, Yuri donne un petit résumé de l'histoire du livre qui s'avère être assez horrible, et s'arrête et elle commence à donner des infos trop importantes. Spoiler? Notre perso est un peu déstabilisé. Il avait oublié que Yuri apprécie les histoires d'horreur. Yuri essaie d'expliquer que cette passion lui fait voir le monde sous de nouveaux angles. Mais soudainement... Yuri s'excuse encore et explique qu'elle se laisse facilement emporter quand une histoire lui plaît. Notre perso dit qu'elle ne devrait pas s'en faire et qu'il devrait commencer à lire le livre. Yuri est excité à cette idée. Et notre perso s'installe à côté d'elle. Après avoir remarqué que Yuri lisait par-dessus son épaule... Non mais il y avait un truc là. Notre perso finit par mettre son livre au milieu pour qu'ils puissent lire ensemble. Yuri, c'est PGM du bouquin, lit trop vite pour notre perso, et quand il dit que le personnage du livre lui ressemble, dans le sens qu'elle pense sous-entendre les choses sans le vouloir, elle s'offusque avant de se rendre compte qu'ils ont à peine lu le premier chapitre, et que notre perso ne connaît pas encore le personnage du livre tel qu'elle est dans les derniers chapitres. Ok. Bon, le but était surtout d'amener le fait que Yuri tremble depuis un moment. Notre perso s'inquiète pour elle en entendant sa respiration très contrôlée. Yuri ne comprend pas vraiment, mais après avoir vérifié son rythme cardiaque, elle part en courant vers les toilettes. Et c'est là que... Makimoto-se. Natsuki se plaint du fait que Monika ne remet jamais les mangas à leur place, tout en essayant de les remettre dans le bon ordre. Elle demande au passage si notre perso lit des mangas. Celui-ci répond à moitié, ne sachant pas si Natsuki aime en lire ou pas. Il est en train de ranger une collection entière, et la dernière chose qu'il a dit avant de s'enfuir vers le placard est « Les mangas sont de la littérature ». Je pense que ses goûts sont déjà assez explicites. Notre perso trouve un tome seul au milieu de la deuxième étagère. Il le prend mais Natsuki l'arrache de ses mains pour le mettre avec les autres. Il s'agissait du dernier tome manquant pour compléter la collection. En regardant de plus près, notre perso arrive vers le nom du manga, Parfait Girl. Après une rapide description, on se rend compte qu'il s'agit d'une version manga de DLC, avec quand même deux différences. La première, à la place de la littérature, les filles font des desserts, d'où le nom parfait, en assumant que vous savez ce qu'est un parfait. Sinon, voici une photo. La deuxième différence, c'est que le tout est très... moé. Boué? Moé. Mouillé. Moé. Ah, l'arche de Noé. Voyant que notre personne n'est pas très convaincue par l'intérêt de ce manga, Natsuki prend le premier tome, tire notre personnage en dehors du placard et s'assoit sous la fenêtre. Notre perso demande si elle ne risque pas de s'ennuyer de le regarder lire. Elle répond que non et notre perso dit qu'il comprend. Lui aussi est assez content lorsqu'il fait découvrir une série à ses amis. Regarde Toriko! Natsuki ne peut pas vraiment relativiser. Elle révèle qu'elle cache sa passion du manga à ses amis parce qu'elle pense que c'est pour les gamins. Elle cache sa collection même à son père, par peur de se faire frapper. Attends, pardon? J'ai dit qu'elle a peur de se faire blâmer. Hein? Après l'avoir taquiné sur le fait qu'elle ait quand même réussi à faire en sorte qu'il lise un manga qu'elle aime, notre perso commence à lire le manga. Le temps passe et Natsuki est étrangement silencieuse. En se tournant vers elle, notre perso se rend compte qu'elle s'est endormie. Il tente de la réveiller, mais elle s'écroule devant lui. Oh. Et elle bug. Oh. Monika n'a pas l'air surprise. Elle prend une barre protéinée et la lance à Natsuki, qui s'empresse de la manger. Elle dit qu'il ne faut pas s'inquiéter et que ça arrive de temps en temps. C'est quoi ça? Je sais pas, il y a un tas de bazar ici. Monika propose de partager les poèmes. Tout le monde finit leurs activités, il y aurait toujours aux toilettes, et vous choisissez quelle fille vous allez voir. Je propose de commencer par Monika. Ouais, elle a des explications à fournir. Monika nous accueille avec un grand sourire et nous demande si tout se passe bien jusqu'ici. Ouais, bah à propos de ça. Notre perso dit que tout va bien et Monika en profite pour dire que s'il a des idées pour le club, il ne devrait pas avoir peur de les partager. Après avoir lu notre poème, elle confirme quelle fille va l'aimer et en profite pour nous donner une explication sur ce qui s'est passé plus tôt. Ah. Dans le cas d'Atsuki, Monika nous révèle que son père ne lui donne pas d'argent pour la cantine, et presque pas de nourriture à la maison. Cela interfère avec sa croissance à l'adolescence qui, justement, a besoin de beaucoup d'énergie. Le résultat de cette malnutrition est sa petite taille et le fait qu'elle s'évanouit de temps en temps. Dans le cas d'Yuri, celle-ci est tellement habituée à vivre dans un univers fictif dans sa propre tête qu'elle n'a presque
aucune interaction sociale avec les autres, ce qui la rend très heureuse de partager des choses qu'elle aime. Mais comme elle est affamée d'interaction sociale, elle peut être un peu insistante lorsqu'il s'agit de partager quelque chose qu'elle aime. Mais en même temps, si elle est simulée pendant trop longtemps, elle aura besoin de temps pour se calmer. Ok, mais à propos de ce qui s'est passé... À ce moment-là, Yuri arrive, s'excuse d'être en retard et prend son poème. Après ça, Monika nous montre le sien. Son poème est assez... cryptique, mais rien de super intéressant. Quand notre perso demande d'où vient son inspiration, Monika dit qu'elle a juste eu une épiphanie. Elle donne ensuite un super conseil d'écriture et on passe à la fille suivante. Bon, les deux discussions ne sont pas très intéressantes. Les deux filles agissent comme leur stéréotype le ferait et les événements précédents ne sont pas mentionnés. On peut noter que Yuri est moins timide que d'habitude, mais c'est pas énorme non plus. Une fois fini, notre perso se récupère. L'expérience a été un peu plus stressante que prévu. Pendant ce temps, Monika prend une note dans son carnet et Yuri et Natsuki partagent leur poème. Cependant, les deux sont aux antipodes. Le poème de Yuri est trop compliqué pour Natsuki et le poème de Natsuki est trop simple et mignon pour Yuri. Natsuki le prend mal, évidemment, et une dispute commence. Les deux filles se chamaillent sur le fait que notre perso aimait un poème plus que l'autre. Les deux filles commencent à s'insulter gentiment, mais Natsuki finit par lancer un coup bas. À ce moment, les vraies insultes commencent et ils vont pas de main morte. Le trash talk est tellement sombre que l'écran lui-même commence à s'assombrir et à grésiller. Il se passe des trucs bizarres là. C'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Yuri finit par lâcher les gros mots et Natsuki en profite pour lui rappeler la présence de notre personnage. En entendant ça, Yuri se retourne et tente de se défendre. On nous demande alors de choisir qui on défend. 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 Why don't we step outside for a little bit, okay? Après nous avoir fait sortir de la salle de classe, Monika s'excuse du comportement des filles et dit qu'ils retourneront à l'intérieur une fois qu'elles auront fini de se disputer. Elle se plaint un peu du fait qu'elle n'est pas une bonne présidente et qu'elle n'est pas capable d'intervenir pour empêcher des situations comme celle-ci. Elle en profite quand même pour dire que si cette dispute a fait perdre à notre perso l'envie de passer du temps avec les deux filles, elle serait plus que ravie de passer du temps avec lui. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Au bout d'un moment, Natsuki sort de la salle en larmes et part en courant. Quand Monika et notre perso entrent dans la salle, ils trouvent une Yuri effrayée par son propre comportement. Elle est sincèrement désolée, mais Monika dit que ce n'est pas grave, Natsuki aura probablement tout oublié d'ici demain. T'inquiète, c'est pour les faits. Monika invite les membres du club à rentrer chez eux pour se reposer, mais Yuri lance des regards vers notre personnage. Elle aimerait rester un peu seule avec lui pour discuter du livre qu'elle lui a donné, et elle considère un peu embarrassant de le faire devant Monika. Monika comprend qu'elle n'est pas vraiment voulue dans les environs et accepte à contre-cœur. Yuri la remercie et s'excuse de poser autant de problèmes. La troisième journée commence par l'accueil de Yuri avant d'emmener notre perso vers le placard. Yuri veut s'excuser de son comportement de la veille ainsi que de celui de Natsuki. Quelque chose n'allait pas, elles ne sont pas comme ça normalement. Notre perso accepte ses excuses et dit que si elle a pris le temps d'y penser et de s'excuser, c'est qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Ces mots la touchent droit dans le kokoro. Et elle dit qu'il ne faut pas dire ce genre de choses si franchement, cela la rend un peu trop joyeuse. Parce que tout le monde sait que la joie est un fléau. Yuri continue en disant que la présence de notre perso la rend heureuse et que tout est plus joyeux depuis qu'il est là. Et elle s'arrête, ayant clairement du mal à penser correctement, comme si elle était sous l'effet d'un venin aphrodisiaque. Natsuki s'incruste en demandant si quelqu'un a vu Monika, qui est toujours pas là. Yuri est surprise du calme de Natsuki et en profite pour s'excuser sincèrement. Sauf que Natsuki ne sait pas du tout de quoi elle parle. Elle n'a pas le moindre souvenir de la dispute de la veille et pense que Yuri s'inquiète à propos de quelque chose d'insignifiant, comme à son habitude. Quelle coïncidence. Monika arrive finalement. La raison pour laquelle elle est si en retard est parce qu'elle prend des cours de piano. Yuri est surprise que Monika commence à suivre des cours de piano alors qu'elle a déjà le club à gérer. Monika répond en lui disant qu'en fait elle en fait depuis un petit moment et qu'elle n'est pas encore très bonne. Natsuki lui demande de jouer quelque chose pour le groupe et après nous avoir regardé, Monika accepte de jouer un morceau quand elle sera devenue meilleure et qu'elle aura fini d'écrire une chanson. Yuri est de bonne humeur et on profite pour demander à notre perso s'il veut bien lire avec elle. Attends, c'est quoi ça? Ça quoi? Dans le fond, là. Je me souviens de tout à présent. Sayori est morte. Et c'est moi qui présente l'émission. Ah, c'est pour ça que ça me faisait bizarre d'être le présentateur. Bon, maintenant ça te dérange pas, je vais reprendre le contrôle. Ah non, vas-y. Bien, maintenant que je suis de retour, nous allons pouvoir faire des blagues sur le quatrième mur. Non, mais sérieusement, on va pouvoir évoquer quelques points à éclaircir avant de continuer. Déjà, le poème de Monika qu'on a vu il y a quelques minutes est en réalité la suite du premier poème qu'elle nous a montré, la première ligne étant en fait la troisième d'un paragraphe. Ensuite, depuis la mort de Sayori, des modifications ont eu lieu dans les fichiers du jeu. La mort de cette dernière a provoqué l'apparition de cette image buggée, appelée Happy Thought, représentant Sayori pendue avec un grand sourire. La fin de la première run a fait apparaître ce texte dans le fichier Traceback. À ce moment-là du jeu, on ne sait pas encore qui a écrit ce message, mais les multiples allusions au quatrième mur de Monika a fait pencher les soupçons vers elle. Ensuite, après la dispute de Yuri et Natsuki dont on vient de parler, ce texte apparaît. Là encore, on ne sait pas qui a écrit ce message, mais les doutes vers Monika ne font que grandir. Voilà, maintenant que vous avez acquis ces informations, nous allons pouvoir reprendre le jeu. Yuri nous demande donc si... Non, attends,
il y a autre chose à préciser. À partir de ce moment du jeu, Yuri vous force à passer du temps avec elle, peu importe le poème que vous avez écrit. Cependant, les séances de lecture ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin non, elles sont juste décalées selon si vous avez passé du temps avec Natsuki lors du premier jour. Voici un tableau pour mieux représenter tout ça. Nous allons donc suivre les événements du deuxième scénario, mais on va quand même vous préciser des événements du premier scénario si jamais il y a des différences notables, à l'aide de cette mention. Exemple, Yuri demande à notre personnage de lire avec elle. Il accepte, mais veut quand même s'assurer que Natsuki a de quoi s'occuper pendant ce temps. Yuri dit que ce n'est pas la peine, tout va bien, elle est en train de lire dans son coin, et de toute façon, elle a l'habitude d'être ignorée. Ah oui. Yuri demande à notre perso de lire avec elle. Il accepte en disant que c'est ce qu'il comptait faire. Yuri a un sursaut d'excitation et demande s'ils peuvent commencer là maintenant tout de suite, avant de se rendre compte de son comportement et de se demander ce qui lui arrive. Son perso dit qu'il n'y a pas de problème, et après s'être calmé, elle part chercher le livre. Ah oui, effectivement, c'est plus calme. Ce point éclairci, reprenons l'histoire. Avant de s'installer, Yuri demande si elle peut faire du thé. Elle dit qu'une tasse de thé est ce qui peut rendre une lecture très agréable, comme notre présence. Ok tout le monde, on va tous se déplacer vers la zone de sécurité se trouvant sur votre gauche. Notre perso accepte et Yuri fait les préparations. Une fois tout en place, elle part chercher de l'eau pour la bouilloire. Notre perso propose de l'accompagner, mais Yuri refuse, disant que ce ne sera pas long. Non, c'est pas comme la première run. Les minutes passent et Yuri n'est toujours pas revenu. Notre perso ennuyé décide d'aller voir ce qui la retient. En se dirigeant vers la fontaine la plus proche, il commence à entendre des bruits d'essoufflement. Quelqu'un au bout du couloir est en train de retenir sa respiration. Il va voir et on découvre Yuri, l'avant-bras en sang, couvert de coupures. Soudainement, le jeu rembobine. Mais c'est mon job ça. Et on se retrouve dans la salle de classe, Yuri servant le thé. Bon, là ça se passe comme dans la première run, du coup on va accélérer jusqu'au moment où notre perso a la fantastique idée de fourrer un morceau de chocolat dans la bouche de Yuri. Là, la gêne de notre perso est beaucoup plus palpable, mais à la place de se poser des questions, Yuri prend le bras de notre perso et le tire dans le placard. Oh. Yuri commence à être très dérangeant, son cœur bat à toute vitesse, et elle va jusqu'à prendre la main de notre perso pour la presser contre son torse pour qu'il le sente. Ceci est extrêmement gênant. Yuri ne comprend pas ce qui lui arrive, elle n'arrive plus à se concentrer et elle n'a même pas envie de lire. Elle veut juste regarder notre perso. Elle s'approche d'un coup de l'écran et se met à le fixer avec des yeux photoréalistes. Monica finit par ouvrir la porte du placard et demande de venir partager les poèmes. Oh Dieu merci, sauvé par le gong. Bon, on le rappelle, pour la suite, les discussions sont en décalé, selon si vous êtes dans le premier ou le deuxième scénario, mais les poèmes, eux, restent les mêmes. Bon, on commence par qui? Fais le plus embêtant en premier, comme ça on sera débarrassé. Bon, bah on va commencer par Yuri. Yuri attend impatiemment de lire le poème. Une fois lu, elle complimente vivement le résultat, demandant à notre perso comment il a fait pour s'améliorer aussi vite. Celui-ci répond que c'est grâce à ses conseils, et Yuri est surexcité à l'idée d'avoir un peu d'importance. Les poèmes qu'il a écrits sont des trésors pour elle, et le simple fait de le tenir fait battre son cœur. Après ça, elle demande si c'est mal, et espère qu'on ne la trouve pas bizarre. C'est un peu tard là. Elle nous donne enfin son poème, et la musique s'est arrêtée. Le poème en lui-même est une suite de petites phrases assez cryptiques, mais sans intérêt pour nous. Félicitations, c'est bien un poème. Ou un haïku. En fait, j'en sais rien. C'est quoi ça? Hein? De quoi? Il y a comme une sorte de tache sur le poème. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Yuri dit que le sens du poème n'est pas important, son esprit était hyperactif et elle avait besoin d'extérioriser tout ça sur le stylo du perso. Stylo qui serait tombé du sac et qu'elle regardait en sûreté chez elle. Et elle s'est mise à écrire avec. Yuri continue d'être gênante, mais arrive à se reprendre et demande d'oublier cette conversation. Ça va être un peu difficile. Après avoir lu notre poème, Natsuki est un petit peu déçu de voir que notre perso se tourne vers Yuri, aussi bien pour les poèmes que pour les activités du club. Elle ajoute quand même que ce n'est pas ses affaires, ce n'est pas comme si elle l'avait attendu ou quoi que ce soit. Tsundere Code, faut en dire qu'il voulait passer du temps avec lui. Elle donne alors son poème en disant qu'il pourrait apprendre un truc ou deux. Le poème est... des lignes de code? Cool, je savais pas qu'elle parlait alphanumérique. Soudainement, le texte de Natsuki se fait corrompre. Elle demande pourquoi notre personne n'est pas venue lire avec elle et que c'était la seule chose qu'elle aimait faire dans la journée. Elle dit qu'il ne devrait pas passer du temps avec Yuri, qu'elle est folle et qu'il devrait jouer avec elle. Elle commence à bugger et pleurer du sang en demandant plusieurs fois s'il la déteste. Elle demande encore une fois de venir jouer avec elle et elle... Ok, c'est bon, je vais lire ton manga. Oh là là. Monica demande à notre perso d'arrêter de passer du temps avec Yuri. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, et elle est étrangement surexcitée quand il est près d'elle. Monica explique que lorsque Yuri est trop excitée, elle part se cacher quelque part et commence à se couper avec un couteau de poche. Pas parce qu'elle est dépressive, mais parce qu'elle en tire une forme de plaisir. Monica dit que ce n'est pas de sa faute, mais il devrait garder ses distances pour le bien de Yuri. Il peut même en profiter pour passer un peu de temps avec elle. Ah, ok, cool. Merci pour l'info. Le poème de Monica est presque le même que dans la première run, mais il est un peu buggé. Des lettres manquent, certains mots sont majuscules, et il se finit par efface-la. Ah non. Si, Ah non. je l'ai entendu.
Non. Mais... Le jeu se bloque, et après un glitch, Monica s'excuse du fait que le poème est assez abstrait. Cependant, elle pense que ça ne servira à rien de l'expliquer, et passe au conseil du jour. Elle commence par dire qu'il ne faut pas oublier de sauvegarder, mais s'arrête. Elle demande à qui elle parle, et demande si on l'entend. Elle nous supplie de répondre, et une fenêtre apparaît demandant de l'aider. Monica nous remercie de l'avoir écouté, et on nous propose de lire un poème secret. Oh. Monica, Ah, c'est pas vrai, j'ai un tas de pixels collés sur ma souris. Bon. Monica demande au groupe de se rassembler. Natsuki, tout comme nous, devine que c'est à propos du festival. Natsuki et Yuri ne sont pas très emballés par l'événement. Monica essaie de les motiver en disant que le club n'a que 4 membres et le festival est leur meilleure chance d'avoir de nouvelles recrues. Natsuki n'est pas d'accord. Plus de membres veut juste dire plus de bruit et plus de galères administratives. Et le club a été officialisé, donc pas besoin d'avoir plus de gens. Monica essaie quand même de le motiver en disant que le club est un endroit où les gens peuvent s'exprimer d'une manière qui n'existe pas ailleurs. Et elle demande si elle n'a pas envie de partager cette passion avec autant de monde que possible. Leur faire découvrir le sentiment qui l'a poussé à rejoindre le club. Break it. Natsuki lâche la triste vérité. Elle ne veut pas faire découvrir la littérature à qui que ce soit. Yuri n'a jamais parlé avant l'arrivée de notre perso. Natsuki préfère être ici plutôt que chez elle, et notre perso n'aime pas la littérature. Elle ne veut pas de nouveaux membres, le club est bien tel qu'il est. Monica essaie de se défendre en disant que ce n'est pas vrai. Yuri, notre perso, aimerait qu'il y ait de nouveaux membres. C'est pas bien de mentir. Yuri, notre perso, ne répond pas, laissant deviner à Monica que eux aussi sont du même avis que Natsuki. Monica se rend compte que les filles ont un point de vue opposé ancien, et comprend que ce club n'est qu'un endroit où quelques personnes peuvent être tranquilles. Notre perso essaie de remonter le moral de Monica en disant qu'il n'est pas foncièrement contre l'idée d'avoir d'autres membres, mais Monica demande pourquoi est-ce qu'il a rejoint le club avant de se rappeler qu'elles ne lui ont pas donné le choix. Elle s'assoit et commence à remettre le club en question. Yuri essaye de blâmer Natsuki, mais celle-ci voulait simplement protéger le club tel qu'il est. C'est le seul endroit où elle peut être un peu elle-même. Elle finit par prendre ses affaires et rentre chez elle. Moment émotion, sortez vos mouchoirs. Yuri ne sait pas trop quoi faire. Notre perso demande ce qu'elle pense du festival et répond qu'elle est indifférente à cette idée. Elle bug un coup. Wow. Et dit qu'elle aime bien le calme du club et qu'elle est heureuse d'être avec notre perso. Cependant, en tant que vice-présidente, ce ne serait pas bien d'ignorer ses responsabilités. Et son œil explose. Elle a pas réussi à sortir les mouchoirs pour ça. Yuri pense qu'elle devrait prendre l'avis de tout le monde avant de faire un choix. Elle pose ensuite la même question que Monica en demandant ce que notre perso espérait tirer de son expérience avec le club. Celui-ci donne une réponse indirecte sur l'amitié. Tout le monde est important et c'est ce qui rend ce club spécial. Yuri est d'accord, sortir de sa zone de confort de temps en temps n'est pas une mauvaise chose et... Pollux, les mouchoirs. Merci. Yuri finit en disant que si notre perso veut aider Monica avec les préparations du festival, alors elle donnera un coup de main elle aussi. Monica se lève en la remerciant en tant que présidente et amie. Monica va faire en sorte que le club soit le meilleur endroit possible pour tout le monde, et Yuri est d'accord avec cette idée. Monica dit qu'ils peuvent rentrer chez eux et qu'ils discuteront du festival le lendemain. Yuri demande à notre perso s'il est prêt à partir avec elle, mais Monica demande si elle peut parler avec lui, et lui poser quelques questions sur son ressenti à propos du club. Yuri est embêté mais accepte et part. Monica demande si tout va bien, ainsi que ce qu'il pense de son expérience jusque-là. Ouf, mis à part les bugs, les larmes de sang, le fait que ta meilleure amie soit morte... ça pourrait être pire. Monica se sent responsable des mauvaises expériences que notre perso a eues avec les autres filles. Elle n'aime pas l'idée qu'elles lui font passer de mauvais moments. Elle se met à rigoler et dit qu'elle et lui sont les deux seules personnes réelles du club. Mais elle trouve bizarre que malgré tout le temps passé ici, ils n'ont pas plus discuté que ça. Même ça fait que techniquement 3 jours qu'il est là. Elle aimerait lui parler de quelque chose. Quelque chose que lui seul peut comprendre. Mais avant de pouvoir continuer, elle se fait interrompre par un fondu au noir. Oh mon dieu. Ah aussi, alors on n'a pas parlé jusque là, mais l'écran des pommes est en train de bugger. Genre il y a les 1 qui s'accumulent et il y a Monica qui apparaît dans le coin là. La 4ème journée à peine commencée, Yuri saute sur notre perso pour l'accueillir et est impatiente de commencer la lecture du livre. Elle a même apporté son meilleur thé. Comme c'est gentil. Natsuki appelle Monica pour se plaindre, mais elle n'est pas là. Cependant Yuri est triggered beaucoup plus facilement que d'habitude, demandant pourquoi Natsuki interrompt toujours ses conversations avec des cris incessants. Natsuki ne comprend pas et demande ce qui lui arrive. Yuri se reprend et demande si elle va si mal que ça. Natsuki s'inquiète un peu, mais Yuri insiste sur le fait que ce n'est pas important, elle est juste au bout du rouleau dernièrement. Natsuki fait sa tsundere, comme d'habitude, et dit que ce n'est pas comme si elle s'était inquiétée. Monica arrive et s'excuse du retard. Yuri est impressionné que Monica arrive à trouver du temps pour le piano, alors qu'elle a déjà le club à gérer. Monica dit que justement ça la motive à travailler dur pour le festival, mais en disant ça, elle se rappelle que Natsuki ne veut pas participer au dit festival. Yuri entre en mode politicienne et tente de convaincre Natsuki. Elle dit que tant que tout le monde travaille ensemble, le club ne sera jamais quelque chose qu'elle n'aime pas. Elle promet même d'acheter un manga si Natsuki accepte de les aider. Waouh, quel argument. Prends par les sentiments. Cette dernière phrase fait rire Natsuki. Elle dit qu'elle a beaucoup réfléchi et que son comportement de la veille était plus hostile que ce qu'elle pensait être. Elle finit par accepter en disant qu'un membre de plus pourrait être sympa, surtout si c'est une fille.
Yuri, heureuse, demande ce qu'en pense Monika. Celle-ci était perdue dans ses pensées, et après s'être à moitié réjouie d'apprendre la bonne nouvelle, demande à notre perso ce qu'il veut faire. Mais pas le temps de proposer quoi que ce soit, Yuri l'interrompt en disant qu'ils vont continuer de lire son livre. Yuri demande à Monika si elle n'était pas heureuse qu'elle a réussi à lui donner la passion du bouquin. On va forcer quand même. Mais Monika n'a pas l'air très joyeuse, elle dit que ça n'a pas d'importance et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Yuri sursaute de joie à cette idée et remercie Monika pour sa compréhension. Une minute plus tard, enfin même pas, 60 secondes plus tard, Yuri a une requête, celle de répéter le scénario de la veille. Quoi? Alors, dans le scénario 1, c'était le jour où Yuri va faire du thé, donc du coup qu'elle se coupe le bras. Mais le scénario 2 reprend toute la scène, à l'exception de la fin. Donc tout se passe comme la veille, et au moment où on découvre Yuri en sang, le jeu rembobine, et là BAM! On est droit à une image de Yuri sans ses yeux, puis le jeu a un bon gros bug. Magnifique. Yuri est perdu, elle a une impression de déjà vu et demande si ce n'est pas déjà arrivé. La préparation du thé, oui. Le bug, non. Yuri dit qu'elle a la tête qui tourne depuis quelques jours, et espère que ça ne se voit pas trop. Elle détesterait l'idée que notre perso la trouve bizarre alors qu'ils commencent à passer du temps ensemble. C'est un peu tard pour ça. La scène est alors complètement décalée. Le discours de Yuri et la musique mettent en place une ambiance pour un moment touchant. Mais l'écran s'assombrit et le vent se met à trembler. Yuri donne sa backstory, expliquant pourquoi elle est si renfermée sur elle-même, et finit par parler de son incompréhension des récents événements. Elle ne comprend pas pourquoi son cœur et ses émotions s'emballent dès qu'elle est proche de notre perso, et finit par demander si Monika ne se comporte pas un peu bizarrement ces derniers temps. Sans blague. Cette simple phrase fait dérailler le jeu. La musique s'arrête et quand Yuri explique son inquiétude envers Monika, elle dit qu'elle ne pouvait rien dire parce que celle-ci les écoutait. L'écran se met à battre et à chaque battement, les yeux de Yuri changent pour une version photoréaliste. Yuri veut rester seul avec son autre perso dans le couloir. Puis une fois que tout le monde serait parti, ils pourront lire tranquillement sans être dérangés. Elle propose même d'aller chez elle où elle pourra montrer sa collection de couteaux. Dans la première run, je ne dis pas, mais là, ça fait un peu peur. Yuri continue de faire tout un tas de propositions pour que elle et notre perso passent toute leur vie ensemble. Et vous l'aurez peut-être remarqué, quoique c'est un peu dur de la rater maintenant, à chaque phrase qui passe, Monika se révèle un peu plus devant l'interface. Une fois complètement apparue devant le texte, Yuri bug et on se retrouve directement au moment de partager les poèmes. C'était perturbant. Quand on choisit Monika, celle-ci ne lit même pas notre poème, elle dit juste qu'elle nous avait prévenu et on se fait renvoyer vers l'écran de sélection. Ok. Dans l'autre scénario, elle dit avoir travaillé très dur sur ce poème et espère que notre perso va l'aimer. Mais quand le poème s'affiche, tout l'écran bug. Monika est elle-même surprise et suppose qu'elle s'est un peu ratée lors de l'écriture de ce poème. Ah, tu penses? Monika ne tente pas d'expliquer ce que ce poème était supposé être, il nous renvoie vers l'écran de sélection. Quant à Yuri, son comportement ne s'arrange pas du tout. Elle renifle un bon coup notre poème, Mom, I'm not doing any homework. I don't do homework anymore, you know this! dit qu'elle l'adore et elle supplie de le garder. Yuri reste dérangeante en disant que notre perso est trop gentil et qu'elle pourrait mourir à cause de ses sentiments. Elle va jusqu'à dire qu'elle va garder le poème dans sa chambre en espérant qu'il aime cette idée. Elle ira même se couper avec pour que la graisse de sa peau entre dans son sang. Abrège. La musique devient creepy, le poème n'a aucun sens et il est couvert de sang et autres liquides non identifiés qui flottent au-dessus de la page. Alors c'est donc ça le pouvoir de l'hydrophobie. Et quand on lâche la page, Yuri est à quelques centimètres de notre perso, lui demandant si ça lui plaît. Elle bug quand elle explique le sujet et dit qu'elle a imprégné ce poème de ses odeurs. Ah, c'est bien de la sueur. Finalement, Yuri bug, l'écran revient à la normale et elle part en courant. Il ne reste plus que Natsuki. Plus qu'à espérer que ça se passe bien. Natsuki est assez neutre par rapport au poème, où elle n'est pas très contente que Yuri l'ait gardé. Quant au sien, il s'agit d'un message. Natsuki s'inquiète vraiment du comportement de Yuri, et trouve bizarre que Monika reste très évasive sur le sujet, comme si elle faisait exprès de l'ignorer. Natsuki supplie de faire quelque chose pour l'aider, comme aller voir un psy, et demande de rester discret à propos de ce message. Si Monika pose des questions, il suffira de prétendre que c'était un super poème. Oh, c'est vraiment sérieux. En rendant le poème, Natsuki se fait corrompre. Elle perd son visage et devient extrêmement pâle. Elle dit à notre perso d'oublier tout ce qu'il vient de lire, que c'est la faute de Yuri si elle est si bizarre, et que elle et Yuri sont trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que notre perso. Et que tous ces problèmes disparaîtraient s'il passait plus de temps avec Monika. Monika, juste Monika, que Monika, et bienvenue dans Seulement Monika le jeu. Ça empirait très très vite. Mais on a débloqué un poème secret, regardons ça. Rien n'est réel. Bon, bah, ok. Monika demande au groupe de se regrouper pour s'occuper des préparations du festival. Elle demande de se dépêcher pour en finir au plus vite. Monika compte s'occuper des prospectus, Natsuki va faire des cupcakes et Yuri n'a pas de tâche. Monika dit que ça n'a pas d'importance du moment qu'elle pense que ça peut les aider. Yuri dit qu'elle n'est pas inutile et compte s'occuper de la déco. Et je suppose que comme dans la première run, on va devoir choisir qui elle est. Non. Monika décide que notre perso va l'aider, bien au désagrément des deux filles. Yuri et Natsuki affirment qu'elles aimeraient qu'on les aide avec leur travail. Cependant, Yuri se moque de Natsuki, en prétendant que la cuisine ne nécessite que peu d'efforts. Natsuki proteste et pointe le vrai problème. Yuri et Monika veulent notre perso pour elle seule, et dit ensuite qu'elle devrait le laisser choisir, plutôt que de laisser Monika abuser de ses pouvoirs. Elles finissent par s'accorder sur l'idée de laisser notre perso choisir, mais Natsuki tente de gagner un peu en sympathie. Yuri lui dit de la fermer, les deux se disputent encore, et on peut enfin choisir. Bon alors... Qu'est-ce que tu fais? Alors,
C'est un peu bête que le logiciel ne l'ait pas enregistré, mais la souris était attirée par Monica. Attends, quoi? T'es sûr que... Ok. Si vous avez à choisir une autre fille que Monica, l'écran deviendra complètement blanc avec les yeux de Yuri, et vous aurez Monica pour seul choix. Enfin, vous aurez plein de fois le même choix. Oula. Bon, voilà. Monica est bien contente qu'on l'ait choisie, mais les autres filles sont loin de l'être. Elle dit que ce n'est pas juste après leur avoir donné autant de travail. Monica rappelle que Yuri s'est elle-même donné son travail, et qu'elles sont toutes les deux déraisonnables. En entendant ça, Yuri pète un câble. Elle insulte Monica et demande si elle n'est pas jalouse ou folle. Les méchancetés continuent, Natsuki est effrayée par son comportement, et Monica finit par comprendre qu'elles ne sont pas voulues dans les parages. Elle invite Natsuki à partir avec elle, et Yuri répond en disant que ce n'était pas si difficile. Après tout, elle veut juste passer un peu de temps avec notre perso. Monica fait un commentaire sur la situation, et Yuri pousse les deux filles hors de la salle. Je crois qu'elle a fermé la porte à clé. Yuri se met à tenir un discours assez particulier. Je suppose que c'est supposé être une déclaration d'amour, mais c'est évident qu'elle ne va pas bien. Non, attends. Elle est malade. Même elle admet qu'elle ne va pas bien, et sent que quelque chose d'horrible va arriver. Mais elle s'en fiche, elle préfère embrasser ce sentiment étrange et son addiction à notre perso, au point qu'elle dit mourir si elle ne respire pas le même air que lui, que chaque goutte de sang crie son nom et qu'elle veut ouvrir sa chair pour entrer à l'intérieur de son corps. Alors, comme technique de survie dans Star Wars, je veux bien, mais là, c'est juste dégueu. Yuri demande alors s'il veut être son âme sœur, son amour pour toujours, et même plus si affinité. Réunion d'urgence. Mec, tu peux pas dire oui, elle est complètement folle. Je sais, mais j'ai peur que si je dise non, elle meurt elle aussi. Mais, regarde-la. Ouais, t'as raison. Non? Oh, mais faut pas le prendre comme ça. On peut rester amis si tu veux. Mais mec, mais elle est morte. Ah ouais, je vois ça, mais au moins on n'a pas fini au moins pas. Après ce plot twist assez déstabilisant, Yuri essaye de dire ses derniers mots, mais son fichier texte est buggé, les rendant incompréhensibles, et... Il y en a beaucoup, dis donc. Oui, nous pouvons observer chez nos coureurs un bon mouvement du poignet. On sent qu'ils ont passé du temps à s'entraîner sur des claviers moins chanceux et ils s'apprêtent à passer le relais à son camarade qui est... Attends, est-ce que... Oui, le relais est passé correctement et oh mon dieu, c'est incroyable. Il le fait, oui, il vient de dépasser la barre des 15 clics par seconde. C'est un nouveau record. Dites les garçons, vous savez que vous pouvez passer le texte. Ah là, c'est incroyable. Paulus vient d'utiliser la technique du skip. Le texte défile à une vitesse folle. Après avoir passé 2 jours in-game à passer les derniers mots de Yuri, Natsuki entre dans la pièce et voit notre perso avec le visage apparemment livide. En voyant le corps, Natsuki vomit et part en courant terrorisé. Monica entre ensuite et voit le même spectacle, mais contrairement à Natsuki, elle a juste l'air blasée et dit que c'est dommage. Oh non, elle est morte. Monica s'excuse auprès de nous et dit que tout va bientôt s'arranger. Elle supprime alors Yuri, et Natsuki au passage, et s'apprête à relancer le jeu. Juste avant, elle attrape un cupcake que Natsuki a laissé sur la table et le mange, puisque c'est la dernière fois qu'elle en aura l'occasion, avant qu'il ne disparaisse de l'existence. Une dégustation plus tard, Monica redémarre le jeu. L'écran titre apparaît, mais pas le temps pour le menu. Le jeu bug déjà, et on se retrouve directement dans la salle du club avec Monica. Celle-ci nous explique alors ce qu'elle a fait. Peu de temps avant le début du jeu, elle s'est mise à remarquer que le monde autour d'elle était de plus en plus plat, qu'elle avait accès aux fichiers du jeu, et que notre arrivée lui a permis de tout comprendre. D'ailleurs, tous ses poèmes font référence à sa découverte, si ce n'était pas déjà assez évident. Bla bla bla, elle est tombée amoureuse de nous alors qu'elle ne sait même pas si on est un garçon ou une fille, le jeu ne voulant pas lui donner de route, elle a créé la sienne, espérait que si elle modifiait le comportement des autres filles pour qu'elle soit moins sympa, on passerait plus de temps avec elle, et maintenant que le jeu est tout pété, aucun événement ne pourra la séparer de nous, et nous allons donc passer toute l'éternité à discuter avec elle. Quoi? Toute l'éternité? Avec elle? Dans l'espace? Hey, oh! Arrête ça, c'est nul. Le fond vert est tout pourri et ta blague est démodée. Tu as raison. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On peut ni charger une sauvegarde, ni en créer une, et quitter le jeu ne sert à rien. Contre le jeu. Mais j'oublie qu'ici, nous sommes les joueurs. C'est vrai. Merci Pollux. J'invoque le pouvoir! Bon, voilà.
Faudra peut-être expliquer aux spectateurs ce que t'as fait. Bon, à ce moment-là, vous ne pouvez rien faire. Monica vous gardera diverti en lançant différents sujets de débat ou des infos sur le jeu. Et même si elle prétend avoir une infinité de sujets de discussion, elle en a en fait 56 espacés de 20 secondes chacun. Mais honnêtement, j'avais la flemme de passer 1 heure, 4 minutes et 40 secondes pour tout lire. Oui, j'aime les maths. Du coup, après avoir fermé et relancé le jeu, il faut aller dans Steam, ouvrir la fichier du jeu, puis supprimer Monica. C'est simple que ça? Oui, et d'ailleurs, Monica a fait la même remarque. Monica se met alors à bugger, et en colère devant ce qu'elle considère comme une trahison, elle supprime l'interface du jeu, nous laissant alors flotter dans l'espace. Mais au bout de quelques instants, Monica revient en disant que malgré tout, elle continue de nous aimer, Alors, c'est qui la fille préprogrammée maintenant, hein? et que vous aviez raison de ne pas l'aimer après les erreurs qu'elle a fait. Se rendant compte de ce qu'elle a fait, Monica nous révèle qu'elle n'a pas vraiment supprimé les autres filles, et dans l'espoir que tout le monde soit heureux, elle recharge le jeu et se supprime. Le jeu redémarre alors normalement, et on recommence l'histoire une nouvelle fois. Et franchement, l'histoire est presque la même, la seule différence que tout le monde est gentil et content. Sayori s'est levé à l'heure, notre perso n'est plus un crétin, il rejoint le club de son propre gré, et ça tombe bien, Natsuki a fait des cupcakes comme par hasard, et quand cette dernière dit qu'elle n'aime pas les histoires d'horreur, Yuri demande si elle n'est pas un peu grande pour lire des mangas, avant de se reprendre et dire que si elle aime les mangas, alors ce doit être des histoires intéressantes qui valent la peine d'être lues. Oui! Après une scène qu'internet a probablement chip quelque part, les deux filles sont d'accord pour se conseiller un livre pour qu'elles découvrent le genre, et elles partent ensemble à la librairie. Oui! Finalement, Sayori nous remercie d'avoir rejoint le club. Tout le monde a l'air de bien s'entendre, le soleil brille, les oiseaux chantent, les fleurs dansent dans le vent, et lors de journées comme celle-ci, les filles comme Monica devraient brûler en enfer. Attends, quoi? Sayori nous explique que, comme Monica n'existe plus, elle a pris le rôle de présidente du club. Grâce à ça, elle a pris conscience du jeu, et après tout ce que Monica a fait, elle a compris ce qui lui était arrivé, et vous remercie de l'avoir vengé. Elle se met alors à avoir le même délire que Monica, et tente à son tour de vous kidnapper. Mais avant que tout ne parte trop loin, une voix l'arrête. Il s'agit de Monica, qui refuse qu'on vous fasse du mal. Se rendant compte que le bonheur n'est pas accessible dans ce monde, elle supprime une bonne fois pour tout le jeu, et lance le générique. Ok, alors ça c'est fait, y a plus qu'à... Allô? Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff? And not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So, yeah. Monica nous fait alors écouter le morceau qu'elle a travaillé lors des 2 dernières semaines. Le générique se lance, vous permettant de voir toutes les illustrations du jeu, avant d'être supprimé pour de bon. À la fin du générique, vous avez une lettre de Monica. Et c'est la fin de Doki Doki Literature Club. Attends, tu me la vraie fin. Sérieux, on est obligé de la faire? Tu vas en avoir besoin pour ta conclusion. Bon. Pour avoir la vraie fin, vous devez passer le plus de temps possible avec chaque fille et avoir chaque scénario alternatif, ce qui veut dire que vous devez refaire 3 fois la première run. Si vous vous dites que c'est inutile parce que le jeu supprime vos sauvegardes, sachez que le jeu possède un système qu'on va appeler passif et actif. Bon, pour être sûr que tout le monde comprenne, je vais utiliser un exemple qui va parler à tous. Undertale. Les sauvegardes actives sont celles où le joueur enregistre directement sa partie, et ce sont celles auxquelles vous avez accès depuis le menu du jeu. Les sauvegardes passives correspondent à chaque point clé du scénario que vous passez, et que le jeu enregistre automatiquement. Quand vous passez devant Flowey, que vous quittez le jeu sans sauvegarder et que vous relancez le jeu, Flowey se souviendra quand même de vous. Le jeu utilise beaucoup cette mécanique. Là c'est pareil, quand vous déclenchez un mini-scénario et que vous voyez une image spéciale, le jeu l'enregistre. Bon, tu as fait cette vraie fin. Ok, honnêtement, la vraie fin ne change pas vraiment de la fin normale, jusqu'au moment où Sayori vous remercie. La différence, là, c'est qu'elle vous remercie d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour que chaque fille puisse avoir un peu de bonheur dans leur triste vie, et que pendant une semaine, le club était un havre de paix pour elle. Le générique se lance, le jeu se supprime, et vous obtenez une lettre de Dan Salvato, le créateur du jeu. Et c'est la fin de Doki Doki Literature Club. Alors, j'ai quelques problèmes avec ce jeu, mais avant d'aborder la conclusion, j'aimerais éclaircir 2 points. Le premier est une question qui m'a turlupiné pendant toute l'écriture. Comment est-ce que Doki Doki Literature Club fait peur? Turlupiné. On a compris! Et c'est quelque chose qui m'a vraiment gêné, puisque dans toutes les vidéos que j'ai vues sur le jeu, tout le monde dit qu'ils ont flippé à un moment ou un autre, alors que ce n'était pas mon cas. Je n'ai pas eu peur une seule fois en découvrant le jeu ou en y jouant, et c'est l'un du fait que j'ai découvert le jeu avec un statut double passif. Je ne l'ai pas découvert en jouant, mais en regardant une rediffusion du live des Game Theorists. Donc je ne réagissais pas au jeu, mais aux personnes jouant au jeu. Et comme c'était une vidéo, je me disais que tout ce qui avait lieu dans cette vidéo était un enregistrement. Du coup, chaque moment qui devait supposément faire peur, j'étais plutôt en mode... Mais oui! Mais c'est génial! Ainsi, pour mieux comprendre cet aspect du jeu, j'ai demandé à Pollux de venir, pour qu'on puisse faire le jeu ensemble et voir ses réactions. Bon bah, je laisse parler, c'est toi qui es surpris, vas-y.
Bon, honnêtement, moi non plus je n'ai pas eu très peur en jouant au jeu. Il y a bien eu quelques moments de surprise ça et là, mais rien de méchant. En plus, jouer avec quelqu'un qui sait déjà tout ce qui va se passer réduit beaucoup la tension. Heureusement, ce quelqu'un a fait ses recherches et je n'ai qu'à lire le texte. Ouais. Alors, la peur dans Doki Doki Literature Club arrive en 2 temps et va jouer sur une ambiance que le jeu va installer. Avant même de commencer le jeu, il y a 2 messages d'avertissement en plus du tag Steam. En voyant ça, le joueur peut être un peu confus. Lorsque vous regardez les images ou que vous commencez le jeu, tout semble être normal et mignon. Alors pourquoi tous ces avertissements? La plupart d'entre vous vont oublier ce message, mais d'autres vont le prendre plus sérieusement et un sentiment de méfiance envers le jeu va s'installer. Et pourtant, vous faites la première run dans sa majorité et rien ne se passe. Tout est calme, voire presque reposant. C'est un visual novel après tout. Et il se peut même que vous vous surpreniez en train d'apprécier passer du temps avec ses filles, à moins que vous soyez un monstre sans cœur comme Elsam. Tout ça pour dire que ce n'est pas sans raison que la première run est aussi longue. Le jeu installe son ambiance pour que vous baissiez votre garde et que vous créiez un lien avec les personnages. Et quand vous pensez avoir sauvé Sayori de la dépression, BAM! On vous balance une mort dans la face avec le jeu qui bug. Et en plus, le jeu vous troll en vous rappelant que ce n'est qu'un jeu et que vous pouvez charger votre sauvegarde. Sauf que quand vous faites ça, le jeu plante et redémarre. Vous êtes alors obligé de recommencer tout le jeu et Sayori disparaît des fichiers. Lors de votre deuxième run, le jeu va, au contraire, faire en sorte que vous soyez mal à l'aise, avec des bugs, des shows forcés, des personnages qui ont complètement changé de personnalité. Vous voyez bien qu'elles sont dangereuses, mais vous êtes obligé de passer du temps avec elles. Tout ça installe une tension qui parfois va être brisée par un jumpscare, mais qui reste tout le long jusqu'à ce que Monica vous sauve de cette situation. D'ailleurs, il y a de fortes chances que votre partie soit assez différente de la nôtre, car tout au long de la deuxième run, le jeu va augmenter la tension avec des événements aléatoires. Pour vous donner quelques exemples, il y a 2% de chances que l'image d'ensanglanté de Monica apparaisse quand vous ouvrez le menu. Il y a 9% de chances pour que le chibi de Monica apparaisse lors de l'écriture du poème du deuxième et du troisième jour. Il y a 16% de chances pour que le poster du fond soit remplacé par une image de la mort de Sayori. Il y a 4 jours, donc il y a 67% de chances que ce poster apparaisse au moins une fois dans votre partie. Ou encore, si Natsuki n'aime pas votre poème le premier jour, il y a 33% de chances que... Non mais là tu frimes parce que tu peux en faire toi-même tes effets spéciaux. Non. On continue. Vous commencez alors la troisième run, et là la gêne revient presque aussi vite qu'un fanboy qui s'excite devant une annonce de Smash Bros. Mais encore une fois pour des raisons différentes. La situation est calme, beaucoup trop calme après ce que vous venez de subir. Et Monica se met à mettre le 4ème mur en PLS sévère. Elle parle directement aux joueurs, elle sait si vous êtes en train de streamer ou d'enregistrer la partie, elle en profite d'ailleurs pour faire une petite blague, et va jusqu'à vous appeler par votre prénom. Dans notre cas, c'était le mien, puisque c'est mon PC. Mais c'était quand même surprenant, même si je m'y attendais. Et c'est avec cette partie qu'on se rend compte qu'on n'a aucun contrôle sur le jeu. On vous a dit un peu plus tôt que c'était un jeu de drague, qu'il y avait plusieurs routes, mais que l'histoire restait globalement la même. Mais en réalité, peu importe ce que vous faites, l'histoire reste strictement la même. Déclarez votre flamme à Sayori, elle se suicide. Ne le faites pas, elle se suicide. Sortez avec Yuri, elle se transperce l'abdomen. Passez du temps avec les filles, Monica supprimera le jeu. En règle générale, vous n'avez que très peu de choix de disponibles. Et encore une fois, ces choix mènent au même résultat. Racontez juste un peu différemment. Si beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo, c'est pour ce sentiment de contrôle. Vous appuyez sur un bouton, le personnage bouge, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui vous donne l'impression que c'est vous qui avez sauvé le monde. Même dans les jeux d'horreur, vos choix et vos actions, même limitées, permettent de vous dire que c'est grâce à vous que les personnages sont en vie. Mais là, rien. Les seuls moments où vous jouez un peu, c'est quand vous devez choisir des mots que vous allez mettre dans les poèmes. Et là encore, ce n'est pas grand chose. Même s'il prétend être un jeu de drague, vous n'avez pas le choix dans des DLC. Vous avez peut-être remarqué qu'on a toujours fait attention à dire le personnage du joueur, et non pas le joueur directement. C'est parce que vous ne jouez pas directement. Vous suivez un personnage qui a son caractère et sa relation avec les personnages. Contrairement au jeu de drague, vous ne pouvez pas choisir la façon de dire bonjour en parlant avec les filles. Et en jouant, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous qui essayez de sortir avec le jeu, c'est le jeu qui essaie de sortir avec vous. Et c'est là qu'on arrive avec mon problème avec le jeu. Pour moi, Doki Doki Literature Club n'est pas un jeu, c'est au mieux une histoire interactive. Bah c'est un visual novel quoi. Alors oui, le fait que je n'aime pas les visual novels n'aide pas vraiment la chose, mais il n'y a pas que ça. Heureusement. Même si c'est un petit jeu gratuit, lorsqu'il est sorti, tout le monde s'est d'accord pour dire que c'était le meilleur jeu de l'année 2017. Alors qu'il n'y a pas de jeu. Sérieusement, il y a 4 décors, les personnages entre 3 et 5 poses, plus les visages, et le jeu a 12 musiques à tout péter, et 7 d'entre elles sont des remakes du thème principal. Je les ai tellement entendus pour écrire cette vidéo que j'y rue tout agacement à chaque fois que je les entends. Désolé, j'arrive pas à te prendre au sérieux avec ta façon de parler. Et là, on revient à la première partie de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme un jeu vidéo? Pour moi, des DLC ne peut pas être considéré comme un jeu vidéo. Il y a beaucoup trop peu. Son histoire est certes intéressante, mais à part ça, il n'y a rien. Enfin, il y a quand même un peu plus que ce que t'as dit. Ouais, enfin, un peu plus sur pas grand chose, ça fait quand même très peu. Cependant, je ne peux pas le mettre dans la même catégorie de non-jeu que Rock Simulator ou Cookie Clicker, parce que malgré son contenu très léger,
des DLC a un but. Mais s'il y a si peu, comment ça se fait que, comme je l'ai dit, des DLC a été accueilli comme l'un des meilleurs jeux de 2017? Eh bien je pense que, comme pour l'art, des DLC est sorti au bon moment. Après le succès d'Undertale et le plus petit succès de Pony Island, le public était enclin à jouer des méta-jeux, des jeux conscients d'eux-mêmes. Jouer à Deadpool c'est marrant, mais le jeu ne va pas essayer de vous surprendre. On sait que Deadpool est conscient du 4ème mur, mais on sait aussi qu'il n'est pas capable d'interagir dessus. Et justement, l'histoire de Monica est très intéressante. Il s'agit littéralement de l'allégorie de la caverne de Platon. Ok, et donc? Oh non, me dites pas que vous savez pas ce que c'est, je vais devoir l'expliquer. Bon, l'allégorie de la caverne, c'est ça. Ok, une vraie explication est nécessaire. Des hommes sont enfermés dans une caverne toute leur vie. Leur seule vision du monde sont des ombres sur un mur. Un jour, l'un d'eux arrive à se libérer et sort de la caverne, découvrant alors le vrai monde, plein de couleurs et de 3ème dimension. Quand il revient dans la caverne pour libérer ses compagnons et leur faire découvrir le vrai monde, les autres hommes le prennent pour un fou. Pour eux, le vrai monde ce sont ces ombres sur le mur. Cependant, Monica se retrouve dans une situation plus délicate. Dans l'allégorie, l'homme a le choix entre rester avec ses amis ou sortir et découvrir le monde. Là, Monica a un aperçu du monde réel et elle sait qu'elle est dans un jeu sur un ordinateur, mais elle ne peut pas s'échapper et elle est obligée de mentir à ses amis et elle-même pour ne pas avoir l'air d'une folle. Elle est tiraillée entre le fait de connaître la vérité et préserver le mensonge pour ne pas perdre ses amis. Elle pensait même se supprimer pour mettre fin à ses souffrances. L'arrivée du joueur lui a permis de mieux comprendre sa situation et tout ce qu'elle voulait était passer du temps avec le joueur et lui poser des questions. Mais le jeu l'empêche en permanence de nous approcher, comme s'il ne fallait pas que la vérité se répande. Une autre idée intéressante par rapport à l'histoire est de commencer avec des personnages clichés, avant d'évoquer des problèmes sérieux. L'idée n'est pas si originale que ça, mais l'écriture des personnages est très bien faite, ce qui permet un développement qui est presque naturel. Dans la première run, vous apprenez juste ce qu'il faut. Les filles ne vous connaissent pas, mais le lien créé permet d'avoir des indices sur leur personnalité et leurs problèmes. Dans la deuxième run, ces problèmes vous sont balancés à la face pour justement vous déranger, mais permet de compléter les personnages et leur donner un côté plus réel. Bon, le jeu garde quand même les défauts d'un visual novel, il ne se passe pas grand chose, et si comme moi vous n'aimez pas ça, les premières heures du jeu vont être douloureusement longues. Si je joue aux jeux vidéo, c'est pas pour lire des livres, donnez-moi de l'action! Sérieusement, j'ai eu plus d'interactions en lisant une BD qu'en jouant à ce jeu. Mais par-dessus tout ça, je pense que des DLC apportent autre chose. Comme l'a dit Dan Salvato dans sa lettre, le jeu essaie de bouger un peu le status quo et apporte une nouvelle façon plus immersive de raconter les histoires. Même si je n'ai pas aimé y jouer, le jeu m'a marqué et j'ai longtemps hésité à faire une expérience de jeu dessus. Sauf que les techniques utilisées par des DLC sont exclusives à l'univers du jeu vidéo et seraient donc impossibles à représenter dans une vidéo ou dans une BD. Vous aurez sûrement remarqué que j'ai fait preuve d'une bonne grosse mauvaise foi. En se concentrant autant sur l'histoire et pour la rendre plus marquante, il a bien fallu sacrifier une partie de la liberté du joueur au profit des événements scriptés et de l'horreur. Il n'y a pas beaucoup de jeux, mais le jeu sait qu'il est un jeu et il utilise des codes spécifiques aux jeux vidéo pour pouvoir déstabiliser le joueur. Que ce soit les bugs, les textes corrompus ou les modèles et fichiers qui disparaissent, chose impossible à refaire dans un autre média. Si un modèle bug dans un film d'animation, c'est une grosse erreur dans le processus de création, à moins que ce soit un film d'horreur, mais là c'est encore autre chose. L'avantage du jeu vidéo, c'est que les histoires sont interactives. Vous allez créer un lien avec les personnages beaucoup plus rapidement qu'avec un film. Vous vous sentez investi dans l'histoire, dans le développement des personnages. Ce qui fait que le choc est d'autant plus grand quand un personnage meurt, parce que vous vous êtes attaché à ce personnage. Donc, à défaut d'être un jeu, des DLC pourraient être une nouvelle façon de raconter des histoires, de façon plus immersive, un peu comme un cinéma 4D, sans les effets tout pourris. Cependant, contrairement à l'art, je pense que ce genre de jeu va moins facilement s'essouffler que le post-modernisme, parce que faire des jeux dans ce genre, des méta-jeux, est beaucoup plus compliqué que faire des jeux traditionnels, ou de l'art conscient de lui-même. Pour faire ce genre de jeu, il faut quelqu'un de passionné par l'univers du jeu vidéo et ses codes. Par-dessus tout ce qu'on vient de dire, des DLC a en fait beaucoup plus à offrir qu'il n'y paraît, mais tout ça est caché dans les fichiers, donc à l'extérieur du jeu. Par exemple, peut-être que vous vous souvenez de ce poème de Natsuki, qui sont en fait des lignes de code, et une fois traduites racontent une histoire en lien avec Yuri. De la même manière, les fichiers des personnages, en dehors de Yuri, sont des indices pour le prochain jeu de la team Salvato. Conclusion. Pour finir, je dirais que des DLC est une expérience à la fois pour le joueur, d'un point de vue narratif et d'expérience de jeu, vos attentes et vos a priori sur certains jeux sont chamboulés, et c'est une expérience pour le créateur. Je le rappelle, à l'époque, Dan Salvato n'était connu que pour être modeur sur Project M, donc lorsqu'il a mis 2 ans pour lancer un jeu qui n'a pas grand chose à offrir à premier abord, c'était un risque. Et même s'il n'y a presque pas de jeu parce que c'est un visual novel, eh bien l'aspect visuel est extrêmement bien poussé. Et d'une manière intelligente par-dessus ça. Il y a encore plein de trucs dont je n'ai pas encore parlé, comme la critique du fonctionnement des jeux de drague, ou le fait que le jeu prend en compte l'impact d'internet. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui en parlent mieux que moi. Avec ces 2 vidéos, vous avez déjà quelques pistes de réflexion, et j'espère que ça vous fera réfléchir sur le fonctionnement des jeux. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête, j'espère que ça vous a intéressé, et je m'excuse de la conclusion qui est assez maladroite. Si ce genre de jeu vous plaît, vous pouvez toujours jouer à Undertale, on ne recommande plus. Non, essayez plutôt de jouer à Pony Island ou One Shot, qui sont des jeux très intéressants dans leur façon d'utiliser le média du jeu vidéo et la place qu'a le joueur dans ces univers. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et si ce genre d'émission vous plaît, eh bien, ne vous abonnez pas, et un petit pouce rouge pour plagiat. Plus sérieusement, Script est l'émission d'arcade, et si vous en voulez plus, allez voir sa chaîne, c'est super intéressant. Comme pour Ama, j'essaye de suivre le plan de l'émission tout en le faisant un peu à ma sauce. J'adore la mise en scène, donc c'était un peu différent, mais j'essaie d'être relativement fidèle à son émission. Merci à Pollux d'avoir accepté de participer, ainsi qu'aux guests, vous trouverez toutes leurs chaînes dans la description. Encore merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!